pain in your eyes, the chance in your... Rebonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Encore une fois, nous nous excusons pour le retard. L'Agora est heureuse de vous accueillir pour sa première conférence de la saison 2017-2018. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir à notre tribune Monsieur Jean Lassalle. Maire pendant près de 40 ans, député depuis 15 ans et vice-président du MoDem jusqu'à la création de son mouvement Résistons en mars 2016, Jean Lassalle est un pilier de la vie publique et politique française de ces dernières années. En 2006, il cesse de s'alimenter et évite ainsi la délocalisation d'une usine située dans sa circonscription. Quelques années plus tard, il réalise un tour de France à la marche à la rencontre des Français et de la France. Candidat défait à la présidence de la République, le berger, devenu député comme il aime à le rappeler, totalise tout de même 1,21% des suffrages. Réalisons donc un score honorable au regard des moyens engagés. Jean Lassalle prône un nouveau contrat social entre les peuples et ses représentants et souhaite remettre au cœur des débats les milieux ruraux délaissés par la mondialisation. C'est donc un peu plus de 4 mois après l'élection présidentielle que Jean Lassalle vient partager son expérience et nous livrer sa vision de la politique actuelle sur le thème « Un berger parmi les loups ». Avant de laisser place au débat, l'Agora souhaite remercier l'EDEC, la régie et l'équipe des appariteurs pour leur aide logistique. L'Agora souhaite également remercier ses partenaires, le Crédit du Nord, Grand Lille TV, le Journal des Grandes Écoles, la Croix du Nord, le Furet du Nord, Excodoué et PwC pour leur confiance. Je vous prie à présent d'accueillir Monsieur Jean Lassalle. Bonsoir, Monsieur Lassalle. Bonsoir. Bienvenue à l'EDEC et merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer le débat, nous allons laisser Violaine délivrer notre traditionnel billet d'humeur, puis nous diffuserons un micro-trottoir qui donnera un aperçu de la réaction des Lillois face à votre parcours et votre expérience. Par ailleurs, nous nous réjouissons de l'enthousiasme que Monsieur Lassalle suscite devant le public étudiant, mais nous vous demandons, par respect pour notre invité, pour l'équipe de l'Agora, pour l'ensemble du public, mais également pour la qualité et pour le bon déroulement du débat, d'attendre la fin de l'interview pour manifester cet enthousiasme et de ne pas interrompre la conférence. Merci d'avance. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et en particulier, bonjour à vous, Monsieur Lassalle. Après 4 mois de pause bien méritée, il est désormais temps pour nous de remettre le pied à l'étrier. Et contre toute attente, je ne commencerai pas, cher Jean Lassalle, ce billet d'humeur par un traditionnel calembour sur votre nom de famille. Non, non, non. Mais permettez-moi quand même d'honorer votre venue parmi nous par d'amples remerciements. Car, grâce à vous ce soir, la salle est en émoi, la salle est comble et surtout, la salle est comblée. Bref, revenons à nos moutons. Enfin, aux vôtres en l'occurrence. Car si vous êtes là ce soir, c'est avant tout pour nous parler de vous. Vous, Jean Lassalle, qui nous aviez bien caché votre participation express à l'émission L'amour est dans le pré. Jean le Béarnais. Entre nous,
il n'a pas fallu longtemps avant que le charme n'opère. Et que, permettez-moi l'expression, la mayonnaise prenne. Il faut dire aussi que vous bénéficiez d'un avantage stratégique de taille sur vos concurrents, car vous êtes, sans conteste de tous les candidats, celui qui maîtrisait le mieux la campagne. C'est simple, vous êtes toujours en campagne. Contrairement à vos confrères qui, quant à eux, n'y mettent les pieds qu'une fois tous les 5 ans. En théorie, la présidentielle 2017 aurait donc dû s'apparenter pour vous à une promenade de santé, le bol d'air pur avant le casse-croûte du matin. Et pourtant, la bise fut plus piquante que prévu. Les ravages de la rafale Fillon, l'ouragan Marine, sans parler du séisme Macron qui vous ont quelque peu désorienté, vous laissant avec un timide score de 1,21%. Là réside tout le paradoxe lassalien. Amour et politique ne font décidément pas bon ménage. Et comme vous le dites vous-même, les gens m'adorent, mais ils ne votent pas pour moi. La preuve en image. Non, vous m'avez dit, c'est dommage parce que les gens m'adorent, mais ils votent pas pour moi. Oui, c'est vrai. Et j'ai ajouté, ça me rappelle le temps où j'étais plus jeune, Ouais. où il y avait des jeunes femmes qui me parlaient très bien, et quand je parlais d'aller un peu plus loin, il n'y avait plus rien. Mais rassurez-vous, nous ne sommes pas là pour remuer le passé. Et puis, d'après un autre illustre berger, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Et pour tout. Et enfin, on ne va pas non plus donner dans le mélodrame, car 7e n'est point pénultième. Et pour tout vous dire, ce résultat semblait déjà vous être prédestiné. En effet, mon étude a révélé que le chiffre 7 joue un rôle majeur dans votre destin. Écoutez plutôt. Vous êtes élu maire de Lourdes-Sichères de 1977 à 2017. Après quoi, vous arrivez tout naturellement 7e aux élections du 7 mai 2017. Si vous croyez toujours au hasard, ce n'est plus mon cas. Et le suspense reste entier puisque vous avez déclaré avoir la certitude d'être le prochain président. Alors dites-moi, doit-on y voir le rétablissement du septennat pour 2022 ? Voilà au moins une idée que M. Macron ne vous volera pas de sitôt. Car, comme vous l'avez judicieusement fait remarquer, c'est vous qui avez marché et c'est lui qui dit « en marche ». Bon, qu'on se le dise, vous êtes un peu son mentor spirituel. Et pour tout vous avouer, Emmanuel nous avait même confessé « Quand je suis nez à nez avec Monsieur Lassalle, je ne peux m'empêcher de penser « C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je à un cap, c'est une péninsule. » Tant vous l'impressionnez. Et encore, il ne vous a jamais vu chanter la Peña Bayona en plein milieu d'un paquito endiablé. En somme, Monsieur Lassalle, vous êtes un spécimen rare. Et c'est pourquoi il est grand temps pour moi de vous laisser la parole, car nul mieux que vous n'est à même de faire vibrer la salle. Alors, oui, merci. Alors, une nouvelle fois, bonjour, Monsieur Lassalle. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant qu'on commence, avez-vous une réaction quant au billet d'humeur ou au micro-trottoir que nous venons d'entendre ? Il me reste beaucoup de travail à faire. Hein. Oui. Mais je pense que, voilà, il faut regarder la réalité en face. Et puis, quand elle est exprimée avec autant de spontanéité, je devrais dire, et puis de sincérité, je crois qu'il faut voir la réalité. Ça m'intéresse. Ça fait partie de ce qui me reste à faire. Lorsque vous avez fait votre tour de France, par exemple, vous avez vu des gens comme ça qui vous parlaient comme ça aussi ? Oui, oui, bien sûr. Mais c'était un petit peu différent parce que là, ils venaient plutôt me voir. Et ils ont assez vite compris. Ils venaient poser un acte de citoyen. Et
Ça a beaucoup changé d'ailleurs. Personne disait ça a changé depuis 40 ans. Moi, je trouve que ça a beaucoup changé depuis 3 ans. Et là, ils avaient l'impression que j'étais un député qui allait à leur rencontre et que leur devoir de citoyen était de venir me rencontrer. J'ai mis 7 heures à sortir de Charleville-Mézières un lundi matin, qui était d'ailleurs pas un lundi après-midi, parce qu'il y avait une file ininterrompue de gens sur le trottoir qui voulaient tous me parler. Ça fait effectivement beaucoup de monde. Nous l'avons vu dans le micro-trottoir, il y a encore des gens qui ne vous connaissent pas, qui ne connaissent pas vos engagements. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus de votre projet, de votre Tour de France, de votre grève de la faim? D'abord, je vais vous dire sur le fait qu'on ne me connaisse pas. C'est un des faits que, après tout, je suis là pour dire ce que je ressens très profondément, que j'ai le plus mal vécu, parce que ça a été sciemment organisé. Au pays des droits de l'homme, au pays qui a vu son peuple se déclarer souverain, le premier. Je pense qu'il y a eu, à certains moments, de la démocratie et une forme de pluralité dans les idées. Il n'y en a plus du tout aujourd'hui dans notre temps. Il y a une apparence. C'est une apparence de liberté d'expression, mais c'est une écume. On ne dit rien d'important, rien de sérieux, sinon on est sorti du jeu. Et que l'on puisse, alors que je faisais partie du top 3 des députés les plus connus de l'Assemblée nationale, passer 1 an sans me montrer dans une télévision ni dans un journal, j'ai trouvé que c'était un peu fort de café en 2016, en 2017. Voilà. J'ai été outré par cela. Pour le reste, j'ai quand même réussi à faire venir par 3 fois, en disant l'ensemble des médias de la planète sur des faits de société sans verser une goutte de sang. La première fois, parce que j'ai chanté sur un des principaux ministres, qui allait d'ailleurs devenir président, parce que je voulais m'élever contre, je dirais, l'absence de parole de l'État sur un fait très grave et en même temps la perte des services publics dans les banlieues, mais aussi dans les campagnes. La deuxième fois, parce que je ne supportais pas de perdre une entreprise qui gagnait de l'argent dans une petite vallée, alors qu'on en perdait dans le même temps 750 000 en France sans que quiconque ne s'en émue. D'ailleurs, le chômage de masse est venu de ce temps-là. Et la troisième fois, parce que j'ai fait 6 000 km en 9 mois pour faire un tour de France à la rencontre des Français et initier un sentiment de résistance précisément à un modèle qui de plus en plus écrase l'homme au lieu de le valoriser. Et pas une goutte de sang, les télévisions du monde entier, et je me présente à la présidentielle, je disparais de tous les écrans, de tous les journaux. Pendant 1 an, il a fallu que je me qualifie, que je sois 4e au niveau des signatures, pour que dans les 3 dernières semaines, mais ça c'est l'obligation d'être à peu près égaux, sauf dans la presse écrite, on m'a un peu présenté. Donc je n'ai pas très bien vécu cela, et je peux vous dire, mais vraiment les yeux dans les yeux, j'espère que vous allez prendre votre destin en main. Parce que contrairement à tout ce que vous pensez, et vous êtes appelés à de très hautes responsabilités, vous ne l'avez pas du tout. C'est d'autres qui vous l'ont pris. Et quand on est jeune, on a envie de lutter pour ce qui est essentiel. Et essentiel, c'est le droit de décider de son propre avenir et de ce que l'on aime autour de soi, et de son pays, et de son monde, et de sa civilisation. Donc je vous souhaite d'être nombreux à vous engager, et dans vos entreprises, mais aussi pour le pays, et de faire de la politique. Merci. Alors, c'est vrai qu'on l'a vu, vous avez été engagé, vous avez été maire pendant 40 ans de votre commune à Lourdes-Sichères, vous êtes encore député depuis 2002 maintenant, et lors de votre tour de France, vous n'êtes pas le seul à vous méfier des médias, comme vous le dites. Vous avez vu, vous dites dans votre livre, 3 classes que les Français rejettent particulièrement, les médias, les politiques et les banques et le système financier. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? C'est d'abord les élites d'une manière générale. Et les politiques sont
hélas, et je le regrette beaucoup compte tenu de mon engagement si long, en toute première ligne. Et nous le méritons. Nous aurions dû commencer cette campagne présidentielle par... je sais bien que ça ne se fait pas et puis ce n'est pas bien vu lorsqu'on est jeune, plein de vie. Mais je pense que ça vous aurait beaucoup plu. Parce que quand on est jeune, on n'est pas déformé, on n'est pas encore, on n'a pas appris à mentir systématiquement sur tous les sujets. Et puis on a un cœur gros comme ça. On aurait dû demander pardon à la France, demander pardon à l'Europe, demander pardon à l'humanité, à l'idée qu'on s'en fait, devant tant de déni de réalité. Donc nous ne l'avons pas fait. J'ai pourtant invité mes collègues à le faire. Ce n'est jamais venu. Et quand je suis parti de l'Audiovisuel, il y avait déjà un sentiment de révolte en moi, parce que j'avais mal vécu la manière dont on considérait papa, parce qu'il était berger. C'est pourtant l'homme que j'ai le plus admiré au monde. Et tous les papas de mes copains étaient à la même enseigne, comme le furent peut-être les mineurs dans le Nord ou d'autres professions à certains moments, où pourtant la France faisait face à des enjeux autrement plus difficiles que ceux d'aujourd'hui. Et puis, je n'avais pas aimé, peut-être non plus pendant des années durant, le souffre-douleur et des professeurs et de mes copains, parce que j'étais trop grand, pas très joli, tardif énorme, et je parlais, on ne comprenait pas bien, voilà, donc on se foutait de moi. Voilà, puis j'ai pris confiance et j'ai eu envie. J'ai eu envie de parler pour m'exprimer, mais pour aller au bout des rêves de mon père. Pour rebondir justement sur ce que vous avez dit à propos de votre père, vous avez également dit récemment qu'il allait être mieux fils de berger il y a 40 ans que fils de député aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, parce que au fond, il y a 40 ans, bon, c'est toujours mieux, mais on trouvait quand même du travail. On finissait par trouver du travail. Il y avait déjà, vous voyez, la crise. C'était plus aussi automatique que dans les années 60 où vous sortiez dans la rue, c'était juste si on ne vous embauchait pas. Bon, mais on trouvait du travail. On crée son entreprise. J'ai eu la chance de créer ma propre entreprise alors que l'année d'avant j'étais berger et de créer une entreprise d'ingénieur conseil alors que je n'ai jamais été ingénieur de ma vie. Ingénieur conseil en hydraulique, assainissement, adduction d'eau potable, puis plus tard électrification, construction de très grandes lignes, de très gros enjeux, de très grandes difficultés dans les reliefs, et impossible de trouver du travail en France. Mon premier chantier, je l'ai fait à Bilbao, du temps de Franco, qui avait comme Premier ministre Carrero Blanco, que l'ETA, le mouvement dont vous avez entendu parler, avait expédié au 8e étage et dont il est redescendu en pièces détachées, m'avait donné. 23 ans, les cheveux longs, vous savez, très raides, des boutons plein la gueule, et un culot d'acier après avoir eu si peur de tout. Je l'ai emporté, on ne savait pas comment on allait transformer les pesetas en francs, mais ça s'est fait. Et comme je n'étais pas ingénieur, j'en ai recruté 7. Alors c'était peut-être plus facile, c'était, oui, beaucoup plus facile en tout cas qu'aujourd'hui. Il y avait moins de tracasseries et puis surtout il y avait du travail. Parce qu'on parle de l'emploi, mais vous allez m'en parler. Mais pour avoir de l'emploi, il faut du travail. Et c'est les chefs d'entreprise qui font le travail. Et pour qu'ils en aient, il faut le construire. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, je pense, le plus. Y compris même, pas chez vous, je le sais, mais pour beaucoup de nos compatriotes aujourd'hui, on a même tué l'idée même du travail en faisant un mal nécessaire. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, cherchent et ne trouvent pas, ils ne sont pas qualifiés. Enfin, vous connaissez tout le reste, et il faut changer tout ça. Mais alors, il faut changer tout ça, construire du travail. Comment est-ce qu'on fait, selon vous ? Si j'avais eu 21% de plus au premier tour, avec les 20 millions d'euros qui, bien entendu, les accompagnaient, parce qu'il faut parler de tout. Et même, un jour, on saura, mais
d'où sont venus les 20 millions d'euros de M. Macron. Bon, il a été assez honnête. Il a été chercher son argent à la City, il a même été à New York, il a même été au Qatar, il faut quand même le faire, suivi par France Télévisions et TF1. Bon, donc de ce côté-là, il n'y a pas trop à chercher, c'était assumé. Mais si j'avais eu ces 21%, ces 20 millions d'euros, moi j'ai fait 220 000 euros. Vous voyez, bon, on fait avec ce qu'on a. Hein. J'aurais immédiatement relancé la recherche fondamentale, parce qu'elle est à l'arrêt depuis 30 ans, 40 ans, et la recherche appliquée fondamentale, parce que nous parlons, nous en avons parlé à l'Assemblée, quelqu'un le disait tout à l'heure, encore cet après-midi, sur le changement d'énergie. Mais comment on fait avec des idées aussi peu précises, je dirais dans des idées aussi embrumées dans les esprits que l'énergie solaire, que l'énergie des marées. La France, deuxième façade maritime du monde, juste derrière les États-Unis, et qui n'a pas une idée précise, au niveau de ces 67 millions d'habitants, de ce que peut constituer cette force, et qui reste arc-boutée sur son pétrole que nous payons tellement cher, de guerre, de vente d'armes, d'assassinats en tous sens. Et puis, j'ai pourtant voté pour l'énergie nucléaire dont nous enterrons les déchets pour 500 ans, avec beaucoup de discrétion. Et tant pis si nous ne sommes que 7 à voter ce jour-là. Vous comprenez? Il y a quand même un problème quelque part. Alors que nous avons des énergies, et la France a souvent été première lorsqu'il s'agissait d'innover. Pourquoi ne le serait-elle pas avec des jeunes de votre talent une fois de plus? Et pour vous, ce manque d'innovation, justement, c'est plus un problème lié aux politiques ou aux entreprises qui n'innovent pas suffisamment, ou justement au gouvernement qui n'arrive pas à lancer cette inertie d'innovation? Politique et gouvernement, c'est une chose, mais c'est aux politiques. Nous avons renoncé. Nous avons renoncé. Bon, pour moi, c'est la chute du mur de Berlin qui a marqué un tournant. Déjà, il y avait des signes avant-coureurs. Mais j'ai eu la chance de vivre dans une vraie démocratie, avec de vrais débats politiques. Et les professeurs que je perçois au premier rang, ou que je devine, se souviendront de ce que je veux dire. Le dernier débat vraiment politique, démocratique, qui a attiré devant les urnes 87% des Français, ça fait rêver aujourd'hui, c'était François Mitterrand contre Giscard d'Estaing. Ça date. Pourquoi? Parce qu'on avait vraiment le sentiment que c'était un choix de société. Les uns votaient pour une économie plus libérale, libérée, assumée, et plus de sécurité. Les autres votaient pour plus de partage, d'humanisme, d'humanité, voilà. Mais depuis, est-ce que quelqu'un est capable de dire, d'ailleurs on l'a bien vu lors des dernières élections, quelle était la différence entre la gauche et la droite? Et il n'y en a plus aucune, et le centre non plus. C'est une vague réminiscence d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le républicain et les socialistes ont explosé comme une grenade en plein soleil. Voilà. Donc je pense que c'est une défaillance des politiques. Pourquoi? Parce que nous avions certainement à ce moment-là le modèle le plus démocratique qui ait existé dans l'histoire de notre ère. Je ne connais pas les autres. On votait, on s'était suivi, c'était bien l'application. Madame Thatcher pouvait côtoyer Monsieur Helmut Schmidt, pourtant ce n'était pas tout à fait les mêmes appréciations. Et on avait un débat, une jeunesse qui était vraiment éprise de politique. Et puis, progressivement, ce modèle s'est brouillé. Parce que comme il n'y a plus les soviétiques, on a dit c'est la fin de l'histoire. C'était une folie. Ceux qui ont dit ça ne connaissent rien à l'histoire, ne connaissent rien aux hommes, ne connaissent rien à l'humanité. Parce que tant qu'il y aura des hommes, il y aura de la politique, il y aura du débat. Et c'est nécessaire. Et nous nous sommes tous américanisés. Quand je dis américanisés, c'est le système. Pour
aboutir à un système totalitaire uniquement basé sur une finance terrifiante parce qu'elle ne construit plus, parce qu'elle n'est plus à la disposition des entreprises, parce qu'elle n'est plus à la disposition de la recherche. Elle est uniquement pour son profit personnel et par-dessus le marché, elle rend ceux qui la possèdent comme dans l'avare, malheureux eux aussi. C'est-à-dire que du coup, vous pensez que la finance contrôle les partis politiques et derrière influence les choix qui sont faits, et c'est pour ça qu'il n'y a plus de débat d'idéologie au sens politique du terme. C'est arrivé à d'autres reprises dans l'histoire, et si l'on ne s'en est pas rendu compte à temps, nous l'avons toujours payé très cher. Souvenez-vous, à peine, parce qu'il faut passer vite, mais lorsque Christophe Colomb et les copains découvrent les Indes et les Amériques, les montagnes d'or et d'argent et d'encens, tout ce que vous voulez, qu'ils ramènent dans les ports les plus en vue de l'Europe et des royaumes à l'époque, déstabilisent les rois et les gouvernements. Alors le vecteur temps est beaucoup plus lent. Et il faut 3 ou 4 siècles pour que les révolutions éclatent. Après qu'on ait disséminé volontairement des maladies partout, des divisions, ça ressemble étrangement à tout ce qu'on fait aujourd'hui, pour un rien, pour un oui, pour un non, on se bat, on s'entretue. Lorsque, à la fin du siècle, du 19e siècle, début du 20e, quelques-uns se rendent compte que les trains qui s'étirent à perte de vue jusqu'au fond des Amériques et des Europes, que cet étrange insecte de fabrication humaine qui vole, que ce liquide de couleur indéfinissable dont on imagine le sous-sol entièrement couvert va donner aux hommes des moyens de lutte pour ne pouvoir jamais égaler, il y a de nouveau les 2 catégories. Il y a ceux qui veulent le bien public et ceux qui veulent faire croître la civilisation par la recherche, par l'intelligence, et il y a ceux qui veulent faire du profit en construisant, en vendant et en organisant des guerres. Ça donne les 2 tragédies du XXe siècle. Et nous sommes aujourd'hui, depuis la chute du mur de Berlin, à la veille d'une catastrophe si nous ne reprenons pas notre destin en main. Donc, plus de politique, ça veut dire qu'on laisse acheter tous les journaux, c'est-à-dire 9 journaux sur 10 en France, par des intérêts privés. Est-ce que vous vous rendez compte, au pays de l'expression libre, 9 journaux sur 10 appartiennent à des groupes d'intérêts privés. Le 10e, il appartient au gouvernement, donc il ne parle que du gouvernement, c'est pas très bon non plus. Et puis enfin, il y a les juges et la justice. Parce que comment rendre la justice dans un tel contexte? Et effectivement, les banquiers sont très rejetés, mais eux, on n'ose pas parler. On parle à mot couvert de la justice en se plaignant et en ayant peur, et on ne parle pas de la banque. Et pourtant, 60% des ménages sont à découvert au début du mois. Voilà ce que ça entraîne lorsqu'on n'assure pas la responsabilité que vous avez choisi de prendre et qu'on vous a confiée. Un premier pas peut-être aurait été de voter la loi sur la moralisation de la vie publique. Vous ne l'avez pas fait. Pourquoi? Parce que c'est une supercherie de plus. En fait, moi j'étais tout à fait d'accord pour qu'on dise, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir à cacher? Et surtout, qu'est-ce qu'il peut y avoir à cacher quand on vient de faire une campagne présidentielle à 220 000 euros, alors que tous les autres ont oscillé entre 20 et 30 millions. Enfin, les 5 premiers, je veux dire, pas les autres. Non. Pour tout, il n'avait pas tant d'argent non plus. Et voilà. Mais enfin, non, je pense que c'est effectivement l'argent qui prend le dessus, parce qu'il y a les dons. Et puis après, comment on arrive à de tels budgets? Parce que comme tout est réglementé, on peut deviner. Donc on voit bien qu'il faut qu'il y ait des interventions financières très, très lourdes. Mais sur le fait qu'on soit soumis, qu'on soit imposé, c'est parce que nous n'avons pas osé nous libérer depuis le début. Je pense que c'est le problème. Et renonçant, la nature a horreur du vide. Et lorsque le politique n'a pas assumé, si vous n'assumez pas votre responsabilité de président, vous allez voir, il y en a d'autres qui vont le faire à votre place. Eh bien, c'est ce qui nous est arrivé.
hélas. Merci. Et concrètement, quelle solution proposeriez-vous? Je pense que c'est une solution au long cours parce qu'elle doit être pacifique. Vous connaissez notre histoire, l'histoire de ce pays extraordinaire, que nous avons d'ailleurs trouvé moyen de réduire, et dont nous avons réduit la portée par tous les expédients possibles, trop petits et minuscules. Enfin, jusqu'il y a 30 ans, avec les Anglais qui eux, ont beaucoup moins de scrupules, nous avons quand même mené le monde pendant des siècles, comme d'autres le firent à d'autres époques. Pourquoi aurions-nous perdu à ce point cette influence, avec une langue extraordinaire à notre service, la langue de la liberté d'expression, une langue porteuse d'espoir à tous les niveaux. Et nous renonçons déjà, nous avons déjà tous choisi de parler un anglo-dollar incompréhensible pour tous, même dans les cinémas et partout. Et je crois que, comment on fait ça? Eh bien, tout simplement en nous souvenant de ce que nous sommes, en redécouvrant, et je le dis ici, à Roubaix, je le dis dans ce nord magnifique, dans ce nord qui parle à la France, au monde, à l'Europe tout entière, ouvert sur l'Europe. Oui, nous sommes et nous avons été un grand peuple. Et ce n'est pas parce que nous allons reprendre un leadership que nous allons empêcher l'Europe de vivre et le monde de continuer. Au contraire, c'est parce que la France ne dit plus rien que le monde se désespère. Or, c'est ce qu'il fait, parce que comme dans tous les autres cas, c'est toujours les ventes de canons, aujourd'hui de drogue, reconversion de l'argent sale qui a le dessus du pavé. Au lieu de voir la beauté de vos esprits en première ligne, au lieu de voir les télévisions penchées sur ce que vous allez faire, sur ce que vous allez être, c'est les mêmes barbes blanches qui nous répètent les mêmes âneries depuis 30 ans. Donc lorsqu'il y a un moment où la France réallume sa lumière, elle a confiance, elle s'éclaire, les intellectuels reviennent, les plus grands écrivains, les plus grands cinéastes, les plus grands créateurs d'entreprises, ceux qui modifient le monde, ça éclaire l'Europe et ça éclaire le monde. Et c'est ce qu'il faut, sinon ça se terminera très rapidement dans des rivières de sang. Et excusez-moi, ce sera le vôtre et celui de mes enfants. C'est pour ça que j'ai dit que les 4 fils de berger de mon père avaient eu plus de chances de réussir leur vie il y a 40 ans que les 4 enfants de députés que j'ai mis au monde avec mon épouse. Et alors, et du coup, la finance, c'est un mal absolu ou c'est quelque chose qui a été corrompu au fur et à mesure du temps, depuis la chute du mur de Berlin? C'est quelque chose qui vraiment est inévitable et le mal, il faut le combattre absolument, ou alors c'est quelque chose qu'on peut réguler, qu'on peut réussir à rendre à tous? Mais bien sûr qu'on peut. À rendre utile à tous. Mais bien sûr, mais sinon ça n'aurait pas de sens. Et mon engagement non plus. Mais je ne serais jamais risqué avec un tel accent, avec un tel nom, venant de si loin, à me hasarder, si je n'avais pas cru de toutes mes forces que c'était possible. Mais là, comme dans les fois précédentes, ou tout au moins lorsque nous avons réussi, parce que malheureusement, nous n'avons jamais réussi dans les très grands changements. Ça va être la première fois. Il faut que ce soit pacifique. Il faut libérer l'intelligence, et l'intelligence de tous. Il faut créer de nouveaux moyens de la valoriser, de la faire se partager. Chez les jeunes, c'est naturel et automatique, c'est incroyable. Je vois chez les jeunes la capacité que vous avez à vous parler librement de tout. Mais passé 35 ans, ça devient un casse-tête impossible.
Et c'est des instruments de ce type qu'il nous faut pour que nous perdions, pour la plupart, cette espèce de peur, d'anxiété que le plus grand nombre a. Alors, bien sûr, j'ai vu le contraire à la télévision, mais on aurait pu me poser d'autres questions. Et vous auriez vu, d'ailleurs, quelques-uns l'ont dit, oui, il y a un sentiment de peur. Il y a une conscience des peuples. Et lorsque la majorité du peuple souffre, sans qu'on le dise, c'est l'ensemble du peuple qui souffre. Moi, je crois que c'est d'espoir, d'espérance, avec des éléments concrets de recherche. Je crois qu'on peut passer au solaire très rapidement et à l'énergie de la mer. Et à ce moment-là, vous allez vous lever en masse, pacifiquement. Et ce ne sera pas contre d'autres. Ce sera tout simplement parce que c'est votre temps, parce que l'heure est venue, et parce que vous avez raison, et parce que nous avons réussi à mettre au tiroir nos égos insupportables pour partager de nouveau et faire notre travail de père, c'est-à-dire transmettre à nos enfants ce que nous ne transmettons plus depuis longtemps. Et ce changement pacifique, vous pensez que la France peut l'initier seule ou qu'il est nécessaire de passer par l'Union européenne pour mettre un mouvement de fond dans tous les pays d'Europe? Peu importe la manière dont on le fait maintenant au moment des élections présidentielles et législatives, j'ai répondu. Maintenant, j'ai 4 ans et comme le disait mademoiselle tout à l'heure, après 4 mois, un petit peu de recul, j'ai un petit peu plus de temps pour réfléchir. Je pense que il ne faut pas forcément être nombreux, parce que les résistants ne se lèvent jamais en nombre. Ça se saurait. On l'aurait vu dans l'histoire. Au contraire, l'immense partie d'un peuple attend le dernier moment, par prudence, c'est normal, et aussi parce qu'on est tenu par le pouvoir en place. Mais aujourd'hui, si vous avez un portable dans la poche, et un ouvre-porte, enfin, votre clé automatique, on sait à tout moment où vous êtes, ce que vous faites, qui vous fréquentez. Je me demande si la résistance pourrait prendre racine aujourd'hui. Donc il y a tout ça qui empêche. Je pense que la France peut très bien, et peut-être même le Nord, engager le début de la réflexion. Et à partir de ce moment-là, nous allons être surpris par le formidable trésor que nous n'utilisons jamais, c'est l'intelligence. Et l'intelligence de communication, celle qui permet à 3 personnes de parler ensemble en ayant plus de 35 ans, alors que c'est devenu impossible aujourd'hui, tellement ils se méfient, les 3. Et je crois que de l'idée de cet échange simple va jaillir la solution. Regardez combien vous êtes intelligents lorsqu'à 3 ou 4, vous trouvez une solution à un problème que vous ne pensiez pas pouvoir trouver. C'est cela, c'est cette culture-là qu'il faut remettre. Et je pense qu'aujourd'hui, eh bien, il faut que la France se mette en route. Les opinions publiques, hélas, parce qu'après le Tour de France, j'ai visité 15 pays d'Europe au moment des élections européennes. Les opinions publiques, vous l'avez vu en Allemagne, ce dernier week-end, hélas, ne suivent plus. Nous aurions pu réaliser cette formidable idée de construction européenne sur la lancée, mais nous nous sommes arrêtés. Pourquoi? Je n'en sais rien. Nous avons cessé d'informer nos concitoyens. Nous leur avons envoyé 1000 pages avec un référendum dont ils ne connaissaient rien, dont ils n'avaient pas entendu parler. Nous avons joué sur la crédibilité. Et si l'on explique, et si l'on dit à nouveau, en redémarrant sur des choses simples, oui, la France peut, parce que la France a trouvé tellement de solutions à des problèmes qui paraissaient insolubles. C'est une nécessité, parce que je n'ai pas connu, je fais partie de cette génération qui n'a pas connu le sang. Quelle chance pour les sexagénaires de France et des pays européens, après tant de deuil, tant de larmes, que d'avoir eu cette chance. Et nous ne la faisons pas fructifier.
c'est la raison pour laquelle ça doit devenir le grand espoir, réussir ce que fit Gandhi. Vous pensez que les Anglais avaient envie de quitter les Indes? Pas du tout. Et pourtant, c'est ce qui se passa. Vous pensez que les Blancs avaient envie de quitter le pouvoir dans le nord, dans l'Afrique, en Afrique du Sud? Pas du tout. Vous pensez que l'Amérique, après certainement le plus beau discours que j'ai entendu d'un homme politique, je vous recommande de l'écouter, John Fitzgerald Kennedy s'adressant dans son allocution que l'on appelle là-bas, comment on appelle ça, le discours de l'Union. Voilà, nous c'est les vœux de fin d'année, eux c'est le discours de l'Union, et qui dit, excusez-moi, mais je vais rompre tout amarre avec celui qui m'a porté au pouvoir, mon père, et avec tous ceux qui étaient avec lui, parce que nous allons tout droit vers la catastrophe. Et je le paierai très cher, et ma famille certainement aussi, mais nous allons aller sur la Lune, c'est-à-dire un rêve qui a transcendé même les soviétiques de l'époque. Effectivement, il a été tué 6 mois après par son vice-président, qui, c'est la raison pour laquelle on n'a jamais trouvé le tueur. Et c'est toute l'équipe qu'il avait mis au pouvoir qui l'a combattu, et toute la famille Kennedy a disparu. Mais regardez ce discours. Il n'était pas prophétique, il était visionnaire. Je pense que c'est par des éléments qui venant d'en haut, mais venant aussi des grandes écoles. Moi, je compte beaucoup sur les grandes écoles. J'ai beaucoup de chance, je suis très invité. Je vais aller partout où je serai invité. Et même si on ne me croit pas, et même si on me regarde avec condescendance, je le dirai de toutes mes forces pour qu'on en retienne un tout petit peu. Votre destin est entre vos mains. Nous n'avons pas fait ce qu'il fallait faire. Bon, le moment est venu de commencer. Moi, j'accompagnerai toutes les résistances et tous les désirs de reprendre la vie en main, parce qu'il n'y a que ça qui compte. Et alors, pour initier un réveil européen, vous en parlez dans votre livre, dans votre tour d'Europe, personne ne se sent réellement européen au sens propre du terme. Alors déjà, faire un réveil communautaire en France, non seulement en Europe, comment on fait pour éveiller les mentalités et pour justement arriver à ce discours de John Fitzgerald Kennedy qui réunit toute la nation entière? Est-ce que, du coup, vous en parlez aussi dans votre livre, le principe de subsidiarité, de commencer par écouter les communautés locales en France et dans les pays de l'Europe, puis petit à petit monter jusqu'aux plus hautes instances européennes pour que les décisions commencent à se prendre d'en bas? Comment est-ce qu'on fait pour vraiment éveiller les mentalités en Europe? Moi, je crois qu'il faut regarder les formules qui ont marché, et nous avons beaucoup d'expérience dans le passé. Sauf que la situation à laquelle nous sommes confrontés est une situation totalement nouvelle. Nous sommes dans un univers mondialisé où il n'y a jamais eu autant de capacité d'information à la nanoseconde, avec tous les réseaux, en plus de télévision, etc., télévision continue, tout ce qui... Mais où nous n'avons jamais eu une telle capacité, c'est-à-dire une telle capacité ouverte à mentir et à travestir les faits systématiquement. Donc, ceux qui étaient tyrannisés il y a quelques décennies l'étaient d'une autre manière. Il faut arriver à trouver les moyens de commencer à se libérer, à quelques-uns, sortir, pour effectivement trouver les mots justes, très simples, qui permettent la prise de conscience. Il n'y a rien de vrai dans les journaux, je veux dire, rien de vrai. Si, il y a une série de faits vrais, mais rien dans ce qui est relié n'est vrai dans les journaux de TF1, de France 2 et tous les autres. Alors, je ne vous parle pas de ceux qui sont carrément aux mains des vendeurs d'armes. Voilà. Donc, il faut avoir conscience, je le sais que je parle, devant l'élite, devant des jeunes de l'élite. Et c'est vous qui pouvez prendre justement le devant. Mais prenez conscience de ce fait-là. Alors c'est un nouveau contexte, mais il n'est pas plus difficile que
ceux d'auparavant. Alors qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais proposer, puisque les opinions publiques ne suivent plus, pourquoi? Parce qu'elles ont le sentiment que ce qui se passe leur a enlevé toute forme de gouvernement chez eux. Qui décide? Personne. Lorsqu'il y a un problème, personne. On dit c'est l'Europe, alors c'est la faute à l'Europe. Mais quand on regarde l'Europe, qui c'est l'Europe? On ne sait pas non plus. Donc on a l'impression d'être assis entre deux chaises nulle part. Donc je pense qu'il faut commencer à se réasseoir là où on connaît. Et moi j'avais proposé le retour pendant quelque temps à l'Europe des nations avec ceux qui voudront, sans défaire les acquis de la construction européenne. Alors ce serait un petit peu, je vais répondre aux questions après si vous en avez, c'est un petit peu technique, mais au lieu de tout laisser choir, moi je préfère que dans 20 ans, vous puissiez reprendre ce grand projet, plutôt que de le laisser aujourd'hui s'abîmer à l'infini, parce que nous allons continuer à vous faire croire qu'il est possible de l'imposer. Non, on n'impose rien au peuple. On veut construire, ou on a voulu, donner l'illusion qu'on construisait les États-Unis d'Amérique, qui n'ont que 400 ans, malgré le respect que je leur porte immense, mais qui ont été quand même construits après la plus grande tuerie qui n'a jamais été jugée que l'on ait fait, que des Écossais, que des Irlandais, quelques Français, beaucoup d'Espagnols, etc., est faite là-bas. On a voulu transposer ça dans le continent où la démocratie a au moins, on le sait avec Athènes, 2000 ans, mais elle n'a duré que 50 ans, la nôtre a duré aussi une cinquantaine d'années. Moi, je pense que c'était la plus moderne, la plus adaptée. Donc, il faut prendre conscience de cette réalité-là. Et si l'on prend conscience que chacun d'entre nous peut beaucoup, qu'il doit s'engager, qu'il doit redevenir responsable, et si c'est dans la tête des jeunes, mais c'est incroyable, la partie est gagnée. À nous d'apporter ensuite des ingrédients au lieu de tout vous cacher. Voilà. Donc, il n'y a pas de formule magique, mais déjà le fait de parler comme ça, je sais que je vais faire rire, je sais que je vais vous surprendre, je sais que je vais vous décevoir, mais je le dois, parce qu'il faut scandaliser aussi avant d'ouvrir les portes de la réflexion. Et même si mes mots sont maladroits, ils sont sincères. Parce que j'aime passionnément la vie, j'aime les printemps, j'ai beaucoup aimé, et j'aime, et je vois ce qui se profile. Quelles sont les issues? Où sont nos amis? Des ennemis nous envoyons, et nos amis nous les laissons tomber. Regardez le Proche-Orient, il suffit de traverser la Méditerranée, c'est de là que nous venons tous. Et c'est à nos pires ennemis que nous vendons nos armes, pas que nos armes d'ailleurs, nous leur laissons acheter le PSG. Pour moi, la Coupe d'Europe n'a plus la même saveur que du temps de la victoire de l'Olympique de Marseille. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, bref, une autre question. Pour revenir sur l'Europe légèrement, maire pendant 40 ans, désormais député français, la prochaine étape, député européen? Non, je pense qu'il faut que je sois président de la République. Je ne le pense pas pour moi, parce qu'après tout, j'aurais pu y penser avant. Mais je vous assure, cette idée m'habite entièrement. C'est pas parce que c'est d'être président de la République, c'est pas parce que j'ai aussi peu de chance d'y parvenir, de devenir député lorsque je le suis devenu après avoir été si longtemps berger avec un accent pareil, etc. Après avoir été chef d'entreprise pendant plus de 30 ans et avoir réalisé des projets très importants, j'ai ramené le goutte à goutte d'Israël dans le Lot-et-Garonne. C'était l'un des premiers chantiers qu'on m'a confié et ça m'a beaucoup fait grandir. Donc vous voyez que rien n'est inéluctable. À l'époque déjà, on se posait le problème de l'eau. Et là, on a trouvé une solution que d'autres avaient trouvée dans le désert. Et qu'un soir de... Vous savez, ici, vous avez une bière extraordinaire. Eux, ils ont une liqueur. À 6 h du matin, le type me dit, moi, j'arrose, mais ça ne coûte pas très cher parce que je mets dans la racine des plantes et un peu au-dessus pour que le soleil ne les brûle pas. Et ça ne coûte rien. Eh bien, j'ai fait la technique. J'ai eu un peu de mal à la faire marcher, mais ça a fonctionné. Alors, je ne sais pas aujourd'hui si on pourrait faire quelque chose d'aussi extraordinaire, mais on l'a fait. Mais sachez que partout
la science. Et j'ai rencontré les grands directeurs pour préparer ma campagne. Et à l'époque, comme ils ne pensaient pas que je serais candidat, et qu'ils savaient déjà mon score, 1,2, enfin ils me mettaient à 1%, mais enfin j'ai fait 0,2 de plus que prévu. Mais ils m'ont dit, le patron de la recherche, comment on appelle ça, Le CNRS? Oui, le CNRS, et puis ensuite le patron de l'espace. Il y a la recherche... De la NASA? Comment? De la NASA? Oui, ça va me revenir, peu importe. M'a dit que jusqu'au mois de novembre, il maîtrisait son budget. Et comme son budget est lié au secrétariat d'État aux universités, au mois de novembre, on transférait le tout sur les universités, on peut le comprendre. Mais la recherche est stoppée, il n'y a plus de recherche, il n'y a plus de volonté sur le spatial, la recherche spatiale. Parce que je crois aussi que c'est quand même incroyable que, alors que nous avons tant d'éléments de division qui pourraient être des éléments, comment je dirais, nous réunissant, nous ne sachions toujours pas en 2017 si, oui ou non, nous sommes les seuls êtres humains dans cet immense univers. Vous ne trouvez pas quand même que cette histoire est incroyable? Quand vous pensez à Jules Verne, quand vous pensez à tous ceux qui ont éclairé dans le passé, qui éclaire aujourd'hui notre imagination? Qui féconde votre désir insatiable de jeunesse qui veut savoir? Personne. Et s'il y en a, eh bien, ils sont disqualifiés, discrédités, moqués, ils ne passeront jamais à la télé. Bien fait pour eux. Voilà. Oui, je pense qu'il y a des questions très importantes que l'on pourrait commencer à résoudre. Pourquoi les Américains ont levé le pied là-dessus? Pourquoi les Soviétiques? Pourquoi les Chinois qui ont fait une entrée fulgurante? Les Israéliens aussi. Et nous, Européens, là, il n'y a pas de problème de désunion. Nous sommes tous unis pour la recherche spatiale. Et pourquoi n'allons-nous pas plus loin? Pourquoi? Même si ce n'est pas pour trouver un autre, c'est au moins pour apprendre sur nous-mêmes. Nous ne savons rien. Nous sommes obligés de nous abandonner aux théories qui ont 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans, je ne sais plus combien. Nous n'avons rien apporté de plus. Ce siècle, là-dessus, n'a rien apporté de nouveau. Donc déjà, à ce niveau-là, il y a quand même un problème. Moi, je veux que notre pays redevienne le pays qui cherche, qui veut savoir, qui apporte des réponses, qui vont nous encourager et qui vont stupéfaire le monde entier. Et l'Europe a commencé. Et à ce moment-là, vous serez bien placés, parce qu'on n'aura pas détruit, le sang n'aura pas coulé. Vous pourrez faire l'Europe de vos rêves, pas l'Europe uniquement de ceux qui n'ont ni foi ni loi, et qui, tournant dans ce continent qui n'est fait que de ça, juste à portée de la Méditerranée, ce continent mère, notre maman à tous, eh bien ceux qui ne pensent qu'à faire du profit pour le profit s'engagent de nouveau pour savoir. Et à partir de là, nous allons rouvrir l'histoire, nous allons reprendre la philosophie, nous allons reprendre la recherche, effectivement, et nous allons trouver un chemin. Je dois être, j'aurais préféré que ce soit un autre parce que ça aurait été plus facile. Je dois être le guide de ce chemin nouveau qui en fait n'existe pas. Nous allons le creuser ensemble. Merci. Et concrètement, qu'est-ce que vous proposeriez aux grandes entreprises pour relancer le dynamisme, par exemple, des petites? Je crois qu'il y a une partie de la réponse qui commence déjà par notre attitude à nous politiques. Parce que les grandes entreprises, qu'est-ce que vous voulez, elles sont quand même, qu'on le veuille ou pas, bâillonnées par toute une série de décisions que nous avons prises
qui ont un aspect positif et négatif en même temps. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a libéralisé en apparence, mais on a aussi énormément contraint. Je crois qu'il faut resituer l'entreprise au cœur de la cité. C'est l'entreprise qui peut justement apporter du travail, en chercher, en imaginer et lui donner une signification, un cœur, une âme. Et là, ça passe par nous. Bon, quoi faire au juste, c'est pas évident. Bon, il faut voir ce que donneront quelques-unes des recettes de M. Macron. Pour l'instant, il faut quand même observer, parce que ce qu'il recherche mérite d'être observé. Mais ça passe par là. Puis ensuite, pour les chefs d'entreprise futurs que vous êtes, moi, je crois qu'il faut commencer par le commencement, l'investissement humain, le temps que vous allez prendre à préparer votre équipe rapprochée, à connaître le mari ou la femme de votre associé. Moi, je prenais toujours beaucoup de temps, parce que tant qu'on ne gagne pas d'argent, tout va bien. Le jour où on en gagne un peu, on se dispute, c'est terrible, terminé. Et à regarder qu'est-ce qui anime les collaborateurs qui seront en première ligne, le désir d'aller de l'avant et le désir de satisfaire le client, de l'accompagner jour et nuit s'il faut, de lui redonner confiance dans son entreprise, dans son initiative, mais pas uniquement à Paris ou dans les grandes capitales, mais partout sur le territoire. Il y a tant à faire. Nous avons des espaces magnifiques qui peuvent être de nouveau, comment je dirais, reoccupés par la présence humaine, et dont nous pouvons sortir le soleil, l'eau, la verdure, la chlorophylle, mais sans l'abîmer, tout simplement en la faisant partager, nous qui n'en faisons plus rien, parce que nous n'avons plus rien à y faire. Je parle là à ceux des campagnes. Et ceux des villes ont de tels trésors, c'est des banlieues aussi, mais à condition qu'on redonne à ce pays un État. Ce pays n'a pas d'État depuis une trentaine d'années. C'est la raison pour laquelle les lois s'enchevêtrent, on n'y comprend plus rien. Les pays d'Europe n'ont plus d'État. Je pense que ça a été voulu aussi. Je crois aux États. Et à partir de ce moment-là, je crois à la représentation. Vous parliez tout à l'heure de subsidiarité, jusqu'à la commune de 150 habitants que j'administrais jusque l'an dernier. Parce que là, il y a 11 conseillers municipaux qui sont élus uniquement pour l'honneur et le devoir, pour travailler. Ils ont un travail à côté, mais ils rendent service. Vous imaginez si on libère toute cette énergie, tout ce que nous pouvons faire dans ce grand pays qui est le nôtre. Et je n'insiste pas assez sur la mer. La France est la fille aînée de l'Église. La France est la fille aînée de l'Europe, mais la France est la grande fille de la mer. Deuxième façade maritime, 40 kilomètres de territoire qui avance depuis la première vague jusqu'à l'intérieur de la mer. C'est énorme, considérable, et nous ne faisons rien. Rien, parce que nous avons peur de déplaire à l'un, à l'autre ou encore à un autre. Non, c'est parce que nous n'avons plus, ni nous, ni les Allemands, ni tous les pays développés, notre destin en main. Et d'ailleurs, il n'y a plus qu'à voir qui accède au pouvoir, et vous êtes à peu près fixés sur un avenir à très court terme. Il n'y a qu'à suivre l'échange qui, je pense, vous surprend d'intelligence et d'ouverture d'esprit entre le président des États-Unis et l'autre de la Corée en 2017, avec tous les médias qui existent, pour vous rendre compte à quel niveau de hauteur de civilisation nous sommes rendus. Là, déjà, vous avez une première question. Voilà. Alors, vous n'allez pas la résoudre, mais nous pouvons la résoudre si, déjà, nous, dans notre pays, nous refaisons ce que nous avons su faire, si nous engageons de grands projets, si nous engageons vraiment l'énergie, si nous arrêtons d'acheter ce pétrole à des prix exorbitants aujourd'hui, dans des échanges qui détruisent tout.
pour consacrer notre volonté sur la beauté, de faire, d'entreprendre, de créer. C'est l'entreprise. Mais l'entreprise doit être à nouveau libérée. C'est-à-dire que vous parlez aussi de la gestion des biens communs en France. Vous parlez de la tragédie des biens communs, par exemple, de Hardin, c'est-à-dire la surexploitation des richesses communes par certains, qui au final ne profitent à personne. Comment mieux gérer les ressources en France, notamment maritimes, éoliennes et autres, et comment faire en sorte qu'elles profitent à tous et que du coup la France retrouve son génie, comme vous dites? D'abord par le savoir. Encore une fois, c'est la recherche et puis ensuite la transmission du savoir. Dans mon projet, il y avait une réorganisation totale de la transmission de savoir depuis l'école primaire, comme le fit Ferry. Personne ne sortira. Moi, je ne vais pas demander à un Français la couleur de sa peau, d'ailleurs je la vois, ni d'où il vient, ni peu importe. Une seule chose, il parle français, puisqu'il est en France. Et il accepte de le faire durant sa scolarité. Dès qu'il peut, et on le peut dès les écoles primaires, il apprend deux langues. Moi, j'y suis arrivé avec les très modestes moyens que vous me voyez affichés devant vous. Donc je ne vois pas pourquoi d'autres ne pourraient pas le faire. Il faut apprendre 3 langues, et pas forcément l'anglais, immédiatement. On l'apprendra. Comme disait mon père, le français, tu l'apprendras. Mais Si vous parlez de langue régionale à apprendre, c'est ça aussi? Oui, on peut apprendre le ch'ti, on peut apprendre le corse. Oui, oui, oui. Mais c'est extraordinaire. C'est un legs qui nous a été fait. Nous avions juste un droit, c'était celui de vous le transmettre. Parce que derrière une langue, c'est une forme d'intelligence qui se développe, de savoir-faire. Vous parliez tout à l'heure de valeur patrimoniale. Oui, ce sont des langues patrimoniales. C'est une valeur patrimoniale. Et à partir de ce moment-là, on monte progressivement, on va plus loin. Et puis on se rend compte que c'est la province qui a beaucoup d'histoire en France. Et puis on peut retrouver la grande histoire de France, ce pays étonnant, qui s'est construit après avoir été traversé à peu près par tous les peuples qui ont pu le traverser. Et qui ensuite, autour d'un État, a permis à ces provinces d'apporter leur originalité, leur différence, et de faire que nous sommes si singuliers. Si singuliers. Voilà. Et une fois qu'on aura pris conscience de cela, je crois que la route sera ouverte. Mais il faut d'abord apprendre. Donc dans mon école, on ne sort pas de l'école sans avoir appris à lire, compter, écrire, se servir d'Internet. Parce qu'on croit se servir d'Internet. On utilise Internet. Et on est surtout de plus en plus tordu par Internet, qui nous mène là où il veut nous mener. Moi, je rêve d'esprit français qui crée le véritable Google, le véritable Internet de notre temps, celui qui est au service de l'homme, de la réflexion humaine, et non pas de notions abstraites auxquelles on ne comprend rien, mais qui se terminent par des 1 avec beaucoup de zéros derrière. Et à partir du moment où on a appris le savoir, je crois qu'il faut redonner une cohésion. C'est pour la raison pour laquelle j'étais pour le service national, civique, pour tous ceux qui veulent, et militaire. Du mois de juin, à la fin de l'école, pour ne pas couper des années, et reprise, et on arrête au mois d'août pour reprendre l'année scolaire, 10 mois, durant lesquels on peut passer ses permis de conduire, durant lesquels ces 2 années comptent pour la retraite et comptent double, ce qui fait qu'on a déjà un départ d'expérience, alors que c'est le plus difficile à faire. Et puis, pour ceux qui ont envie de voyager, la possibilité pendant cette année-là de le faire. Ceux qui ont envie vraiment de s'impliquer dans un territoire, dans une ville, sur un monument historique, bien de pouvoir le faire. Et surtout, on repart avec les 06 de toute une génération, garçons et filles, ceux qui nous manquent tant aujourd'hui.
Et vous verriez que très vite, cette notion de classe qui a toujours existé, mais qui est aujourd'hui, c'est un déni, alors qu'elles existent plus que jamais, eh bien, redeviendrait une chance. C'est-à-dire que nous serions tous au même niveau. Et puis, encore une fois, le savoir, la transmission, donner envie de gagner pour ton frère, donner envie de gagner pour la souffrance que tu as vue chez papa et maman, et en particulier quand ils se sont séparés, parce qu'aujourd'hui on vit différemment d'il y a 30 ou 40 ans, c'est aussi un élément qui doit être pris en compte. En apportant des réponses à notre temps, nous avons gagné 20 ans d'espérance de vie au cours des 30 dernières années. Et nous n'en avons tiré aucune conséquence politique. Pourtant, ça a changé le cours de nos existences, notre manière de vivre. Toutes ces affaires, toutes ces grandes causes doivent être mises sur la table et faire l'objet de débats. Et vous allez voir à ce moment-là, si tout le monde ne va pas se passionner, vous les premiers, et la jeunesse va redevenir le fer de lance. Mais pour une fois, nous lui aurons donné la possibilité de le faire de manière pacifique, l'intelligence, toutes les intelligences au vent, avec l'envie de convaincre et de l'emporter, rien que pour se faire du bien. Parce que quand on fait du bien à l'autre, on se fait du bien à soi-même, rien que pour aimer. Qu'est-ce qu'on a de plus cher lorsqu'on a 20 ans, 22 ans, 25 ans, que d'aimer? Voilà. Aimer. Et puis, préparer l'avenir ensemble, se donner un destin, l'imaginer. Alors tout ça, vous allez me dire, oui, il parle. Non, non. Il parle parce qu'il faut au départ une minorité qui ait le courage de dire ce qu'ils ne savent pas encore théoriser totalement, pour convaincre que ce chemin-là existe aussi, et s'interroger à haute voix. Pourquoi n'en parle-t-on jamais? Ou n'en parle-t-on plus? Nous avons parlé de finances, d'Europe, d'Internet. Un sujet sous-jacent est celui de la mondialisation. Quelques jours après la mise en place du CETA, alors normalement on a une slide, si la régie veut bien nous mettre en place la slide sur le CETA. Vous la verrez juste là. Qui est juste ici. On peut voir très rapidement les avantages. Il a été mis en place à 90% il y a quelques jours. Donc c'est un traité de libre-échange, comme vous pouvez le lire, entre le Canada et l'Union européenne. Je me permets de vous poser cette question-là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la mondialisation? Qu'est-ce que vous pensez du CETA? Le plus grand mal. Il y a certainement de bonnes choses à l'intérieur, sinon tant de grands esprits ne s'y seraient pas penchés, ils peuvent quand même être si mauvais sur toute la ligne. Mais une seule phrase m'a suffi, c'est celle de Nicolas Hulot. Je ne partage rien de ce texte, regardez Le Monde d'avant-hier, je ne partage rien de ce texte. J'y suis totalement opposé. Mais il était trop tard pour s'y opposer. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le ministre d'État, l'homme le plus aimé des Français, celui qui a bravé tant et tant de dangers réels ou supposés, qui a été partout, en avant-garde, et qui dit « c'est trop tard pour faire quelque chose ». Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Attention à ceux qui ont prononcé ces phrases dans le passé. On sait ce qu'il est arrivé. Je ne veux pas faire de comparaison n'est pas raison. Mon père, qui a connu, comme tant d'autres, pourtant il n'était pas à Lille, il était tout simplement dans la montagne. Son problème, c'est d'avoir passé quelques personnes âgées, quelques enfants, quelques femmes. Voilà, il a eu un rendez-vous terrifiant un jour, et puis d'autres aussi. Et mon père disait, je ne comprends pas qu'on ait gardé Daladier jusqu'au dernier jour. Lorsque Chamberlain est revenu raconter aux Anglais qu'il s'était entendu que de toute façon on ne pouvait pas faire autrement, que c'était comme ça et que c'était bien, eh bien les Anglais ont changé et celui qui est arrivé a fait un discours de 10 secondes. Vous avez cru
achetez la paix dans le déshonneur, vous avez le déshonneur et vous aurez la guerre. Et lorsqu'on en arrive à dire « je suis contre », je ne partage rien, mais il est trop tard. Alors là, excusez-moi, moi je ne peux plus suivre. Alors pour le reste, c'est certainement, je suis pour la coopération entre les peuples, entre les États, les continents. Je suis pour que les hommes, mais à condition que les hommes sachent de quoi ils parlent, qu'ils connaissent réellement, que l'ensemble d'un pays connaisse réellement la vérité sur les enjeux, sur ce que ça va apporter, sur ce que ça va soustraire. Et pourquoi est-on obligé de le faire immédiatement avec le Canada si lointain, qui est pourtant si charmant? Québec, c'est formidable. Ottawa aussi, mais Québec et Montréal, ma fille est partie pour 6 mois ce matin, c'est formidable. Moi, j'ai failli ne pas en revenir. C'est incroyable. Mais des traités comme ça, qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et pourquoi ce mystère? Et pourquoi dire à chaque veille d'élection, on va le stopper, et à chaque lendemain d'élection, le relancer? Tout ça n'est pas clair. D'ailleurs, qu'est-ce qui est clair? Moi, je ne le sais pas. Je ne sais plus. Et après avoir fait 1 an de campagne électorale présidentielle, j'ai vraiment pas confiance dans les tranches de lucarne, et pas plus dans les journaux. Voilà. Parce que j'ai vu la manière dont on me rapportait, dont on a rapporté des faits que j'ai vécus, dont on a rapporté mon passage devant les maires, où j'ai été le candidat le plus acclamé de tous, où le journaliste du Figaro m'a dit « Vous êtes étonnant, je vais faire un encadré sur vous demain ». Qu'est-ce que je lis le demain sur le Figaro? Et c'était pareil sur tous les autres journaux. M. Fillon a été applaudi, normal, les Républicains étaient un peu plus nombreux. Sur les autres candidats, rien à dire. Quant à l'effet Macron, il a encore frappé hier, arrivé sous quelques sifflets. Il a terminé sous des acclamations d'allégresse. Voilà, c'était ça. Alors qu'il avait terminé sous les sifflets comme il avait commencé, j'y étais. Et je vois la journaliste, et je lui dis, alors madame, il me dit, je pensais que je ne vous verrais pas aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai du mal quand même à suivre parfois l'actualité quand vous la faites, parce que je me dis que si on est capable de dire le contraire, parce que vous ne représentez rien, monsieur, là-dessus, vous pouvez bien le dire ailleurs. Pour vous, Macron, c'est quelque chose un mouvement qui s'ancre dans le temps, ou c'est plutôt une bulle un peu spéculative qui va finir par exploser et à perdre tout le monde? J'ai pas compris. Emmanuel Macron, pour vous, c'est un mouvement qu'il a créé En Marche. C'est quelque chose qui peut durer, ou c'est plutôt quelque chose qui va finir par imploser et disparaître? Il y a 2 affaires, si vous le voulez bien. Il y a d'abord un homme supérieurement intelligent que j'ai eu la chance de rencontrer, et il m'a tout de suite, vous voyez, parce qu'il est quand même... François Bayrou l'a soutenu quand même. Il a un charme, mais il a comme une espèce d'attrait. Il y a un magnétisme chez cet homme. Et moi, je ne l'avais pas vu de près. Et quand je l'ai vu, c'était au gouvernement, j'étais en grande discussion, on se tapait dessus avec Emmanuel Valls. C'était à propos, c'était pas très intelligent, de la loi NOTRe, déjà, qui a détruit, alors qu'on avait déjà largement, mais là, ça a été la solution finale pour l'organisation de notre territoire. Et ça, il n'avait pas le droit. Il n'avait jamais dit qu'il ferait ça, on l'a fait, maintenant on va essayer de voir comment on peut faire, je ne sais pas. Bon, et il a eu, à un moment donné, je lui ai dit, de toute façon, je vais vous dire 2 choses, monsieur le Premier ministre. La première, c'est que vous allez prendre 2 valses. Monsieur Valls, 2 valses. Moi aussi, je fais des jeux de mots, la salle, etc. La première, ce sera aux élections départementales, où on a trouvé quand même moyen de faire voter les Français sur une loi qui n'existait pas encore, n'avait pas été votée, elle a été votée après coup. Et vous prendrez la seconde sur les régionales, puisqu'elles avaient lieu la même année, l'une le printemps, l'autre à l'automne, sur une loi qui n'existait pas davantage non plus. Vous allez prendre 2 valses. Mais surtout, je vois à côté de vous un jeune homme, et je peux vous dire que dans 1 an, vous ferez vos valises. Et vous pouvez avertir le président, lui aussi a terminé. Et je ne pensais pas à ce point, mais j'avais tellement de rage, de colère en moi, devant tant d'impertinence, de volonté de ne pas écouter. Pourtant, j'ai aimé à d'autres moments Emmanuel Valls. Tiens, Emmanuel lui aussi.
Eh bien, là, je ne pouvais pas supporter. Donc je lui ai dit ça. Et puis j'ai rencontré Macron. Donc Macron a quelque chose de fascinant. L'homme n'est pas en cause. Voilà, et puis son histoire non plus. Voilà. Par contre, ce serait très beau si c'était vrai. Macron a été repéré par d'autres que par vous et moi. Il a été repéré par ceux qui ont vu que la dictature actuelle commençait à s'essouffler et qu'on avait de plus en plus de mal à faire voter les Français qui, dimanche après dimanche, n'allaient plus voter qu'à 50%. Et parmi les 50% qui votaient, la moitié votait blanc ou désespéré. Il fallait faire quelque chose. C'est la même vision que j'ai eue. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire le Tour de France. Parce que je savais que la France veut changer. Et je me suis dit, lorsque j'ai vu jaillir Macron, ce sera lui ou moi. Vous voyez ? Oui, je me le suis dit. Et j'y ai cru très longtemps. Je ne pensais pas qu'on avait atteint de tels moyens de réduire au silence. M. Bolloré, d'ailleurs, ne me l'a pas caché. M. Bolloré, vous savez, c'est quand même un homme qui fait d'énormes travaux en Afrique. Je ne suis pas très heureux de ce qu'il y fait. Renseignez-vous, vous apprendrez, si vous ne le savez pas. Il va dire, on vous mettra l'édredon qui empêchera votre grande gueule de parler et qui permettra de ne même plus entendre votre dernier souffle. Bon, je lui ai dit oui, mais j'ai vu. C'est pas lui qui a fait ça tout seul. Mais enfin, c'est une allégorie. Tandis qu'on a trouvé la perle. Si Coluche avait été là, il aurait dit, on a trouvé le nouvel homo. Et on a trouvé la nouvelle lessive et on l'a vendue. On a vendu cette merveilleuse machine. Et avec sa banque. On avait déjà mis Pompidou, et j'ai compris pourquoi De Gaulle se méfiait autant de Pompidou lorsque j'ai vu le projet de loi, mais avant le décret qu'il avait signé, lorsque les grands financiers, qui étaient moins puissants qu'aujourd'hui, moins organisés, se sont rendus compte qu'il avait un cancer. Il avait signé la fin de l'emprunt à taux zéro pour l'État, au niveau des banques. S'il y a déjà très longtemps, il y a 50 ans, vous comprenez ? Et là où je ne vois pas comment M. Macron s'en sortira, c'est qu'il est pieds et mains liés entre ceux qui sont aux manettes de la dictature actuelle. Alors là, ça, je ne vois pas comment il va faire. Bon, il dit l'Europe, ça aurait pu être la réponse il y a 20 ans. J'ai essayé de vous expliquer pourquoi elle ne l'était pas aujourd'hui. Elle le redeviendra de nouveau dans 20 ans. Mais aujourd'hui, les Européens eux-mêmes n'y croient pas et même n'en veulent pas. Et vous allez le voir très vite. Il ne vous faudra pas arriver à la Noël pour voir déjà que tout cela. Alors comment vous relancez ? Tout son projet est basé sur la relance. Mais où sont les projets dont je parle, de l'énergie, qui recréeraient tant de force, tant d'emplois, tant de marchés pour nos entreprises, qui seraient les premières, qui auraient les premiers brevets au lieu de les laisser partir? Ça changerait tout. Donc, oui, j'attends de voir ce qu'il va faire, parce qu'il a été élu, et je respecte profondément. Mais malheureusement, il n'est pas la réponse. Je le crains. Voilà. Mais je sais que la réponse est là. Voilà. Et je ne dis pas ça comme ça. J'en suis persuadé. Comme elle est là, dans tous les lieux qui veulent le recevoir. Parce qu'après coup, pourquoi vous auriez choisi de m'inviter? Qu'est-ce que je peux bien représenter? J'ai fait 1,2. On ne comprend pas un mot sur deux à ce que je dis. J'ai un accent à couper au couteau. J'ai une gueule ingrate. Je dis rien d'intéressant. Et pourtant, on me demande partout. Je ne suis pas un prophète, je ne marche pas sur l'eau, j'ai essayé, je me suis cassé la gueule. Je suis passé à Don Rémy en faisant mon tour de France, je n'ai rien entendu. Je crois que beaucoup plus librement, c'est que tout simplement, comme vous, moi je me suis libéré de beaucoup de peur et j'ai fait en sorte aussi de ne rien devoir à personne.
je dis, quel que soit le prix à payer, je le paierai peut-être très cher, mais je vais commencer par débroussailler ce chemin qui n'existe pas et me couper de ceux qui, au cours de ces 40 dernières années, m'a planté dans l'erreur. Pas toujours, hein, parce que j'ai réagi toujours. Si j'ai posé tous ces actes, c'est parce que je n'étais pas d'accord. Mais ça m'a coûté très cher, marginalisation. Ça m'a coûté très cher en visibilité et en crédibilité. Eh bien, je continuerai, quoi qu'il en soit. Et sachez que parmi vous, il y en a qui souffriront aussi. Mais que c'est beau de voir les premières fleurs qui poussent après le printemps, après l'hiver si compliqué. Merci, Monsieur Lassalle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette conférence touche désormais à sa fin. Je souhaitais une nouvelle fois vous remercier, monsieur le député, d'avoir accepté notre invitation et d'être venu ici à l'EDEC. Je souhaitais également remercier nos partenaires sans qui cette conférence n'aurait pas pu exister. Bien évidemment, l'EDEC, la Croix du Nord, le Crédit du Nord, le Furet du Nord, la PwC, Exco Douai, Grand Lille TV, mais également les appariteurs et la régie qui nous aident constamment. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de rester assis. On fait les questions du public aussi. Si le public a des questions à poser. On a le temps. Apparemment, on a le temps pour quelques questions du public. Alors, je ne sais pas si les micros, si on peut voir un peu plus la salle. Avant que j'oublie, je voudrais vous remercier pour la qualité de votre accueil. Merci infiniment. Je suis très conscient, hélas, de la déception d'un certain nombre parmi vous, que j'ai certainement déposé devant l'absence de réponses précises. Je crois qu'avant de trouver le pas juste, il faut savoir où on va. Moi, je cherche le cap. Je sais que celui-là n'est pas bon. Et je voulais vous remercier pour la qualité de votre montage, parce qu'il m'a touché au cœur. Lorsque votre président me l'a montré tout à l'heure dans la voiture, ça m'a touché. Merci beaucoup d'avoir si bien compris, tout compris, même ce qui n'était pas compréhensible. Merci. Merci. Est-ce qu'on a une première question Oui. Levez-vous, s'il vous plaît. Oui, ok, d'accord. Très bien. Alors, monsieur Lassalle, bonsoir. Mais bonsoir. Est-ce que vous pouvez dire, je ne sais pas si ça se fait chez vous, qui vous êtes, comment vous êtes arrivé à cette formidable école, peu votre parcours? Alors, je me présente, je m'appelle Pierre Marin, c'est mon prénom. Et je viens d'une terminale STMG parce que je voulais faire des ressources humaines. Et du coup, je suis allé en école de commerce assez naturellement. Voilà. Et je vous ai beaucoup suivi pendant votre campagne. Vous n'étiez pas invisible. Du coup, j'ai deux petites questions pour vous. Tandis que certains se sont assis dans leurs fauteuils élyséens, vous êtes toujours en marche. Et pour les 4 ans et demi prochains, vous ferez campagne pour la France. C'est ce que vous nous avez dit. Pendant toutes celles qui s'est écoulées de campagne, vous avez fait prévaloir ce côté berger, ce terroir que vous représentez et qui vous caractérise. Est-ce que vous ne croyez pas que cela a pu faire peur aux Français, à toute une partie de l'électorat, de voir un berger dans les villes? Je fais référence bien sûr au film Un Indien dans la ville. Mais est-ce que vous ne croyez pas que ce côté décalé finalement vous apportait quelque peu préjudice? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est que j'aimerais avoir un retour de votre part sur la loi de bioéthique de M. Macron et qui est soutenue notamment par le ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes. Merci. Écoutez, est-ce que ça m'a porté préjudice? Bien sûr. J'aurais pu tenir depuis très longtemps un discours différent, parce que je sais le tenir. J'aurais certainement pu faire quelques efforts de diction,
tellement de copains me l'ont proposé avec des centres spécialisés où j'ai vu aller nombre de mes amis, parce que la France, c'est ainsi, il y a beaucoup de Parisiens qui réussissent, mais il n'y a pas que des Parisiens. Donc il y a aussi des hommes et des femmes qui sont montés avec des accents et qui ont fait beaucoup d'efforts pour les perdre. Mais je n'ai jamais voulu, parce que, d'abord, ça me paraissait surréaliste. Je ne pensais pas que ça pouvait être en France, qu'on pouvait aller jusque-là dans la manière de couper, de faire de la ségrégation. Je trouvais que déjà, celle qui existait entre les hommes et les femmes était déjà assez insupportable. Bon, j'aurais pu me transformer en candidat. J'ai pu être ministre. Le président Chirac me l'a proposé, le président Sarkozy, après qu'on se soit beaucoup battu, combattu, à mort même, me l'a proposé aussi. Je n'ai pas voulu. C'est pourtant ce qui permet de donner une stature d'homme d'État. Parce que je ne savais pas, je n'avais rien en commun. Lorsque j'ai fait mes listes pour être au conseil municipal, nous avons fait un jeu de questions-réponses qui durait 2-3 mois. Qu'est-ce qu'on fait devant telle situation? Qu'est-ce que tu vas voter? Toi qui penses plutôt ça, et toi qui penses plutôt ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Nous nous sommes entraînés. Nous avions 21 ans la première fois. Enfin, pas tous, il y en avait le plus ancien. Mais moi, j'avais 21 ans. Et je l'ai fait à tous les âges ensuite. Parce que lorsqu'on doit mettre en place un gouvernement ou un conseil municipal, on se pose toutes ces questions-là. Comment voulez-vous qu'on se les pose aujourd'hui? Elles sont faites d'appareil à appareil. Alors, c'est là que la venue d'Emmanuel Macron a quand même un caractère qui peut nous laisser quelques bonnes surprises. C'est que pour la première fois, il n'y a pas eu tous ces arrangements parce qu'on n'a pas eu le temps. Voilà. Donc il peut y avoir une surprise de ce côté-là et peut-être que cette majorité va apporter des réponses là où on ne les attendait pas. Je le souhaite de tout mon cœur. Pour le reste, je vais continuer. Oui, je vais continuer, même si ça me discrédite. C'est comme ça. J'aurais préféré être tous autrement, peut-être. Et au fond, je n'aurais pas aimé non plus. Voilà. Mais je vais suivre mon instinct, mon intuition, mon tardif. Je vais suivre aussi ma conscience qui s'éclaire à mesure que la vôtre s'éclaire. Parce que je crois que c'est la meilleure manière d'avancer. Alors, sur la loi dont vous parlez à l'instant, eh bien, ça fait partie de l'enfumage traditionnel pour éviter qu'on parle des sujets qui vraiment sont essentiels. Pourquoi n'avance-t-on pas plus vite dans la recherche solaire? Pourquoi n'avance-t-on pas plus vite sur l'énergie des mers? Pourquoi continue-t-on à vendre des armes à des pays aussi sympathiques que l'Arabie Saoudite, le Qatar et quelques autres? Et pourquoi fait-on la guerre à ceux qui étaient nos amis? Pourquoi déstabilise-t-on tous ceux qui tenaient à peu près debout? Et pourquoi laisse-t-on avancer ceux qui recouvrent entièrement les femmes? Là où je les ai découvertes, à Alep, j'avais votre âge, en 1994, à mini-jupe, et ça ne posait aucun problème à personne. Essayez de le faire, vous allez voir. Eh bien, on ne répond pas à ces questions, mais on ne répond pas non plus à la question terrible et en même temps magnifique qui mériterait réponse que l'on tente de poser. Non, parce que rien n'est exposé sur le fond. On ne prend pas le temps de dire de quoi il s'agit et ce sur quoi on peut aller. On ne prend pas le temps de s'exprimer sur le début de la vie. On ne prend pas le temps de s'exprimer sur la souffrance de celui qui n'en peut plus de souffrir et qu'on oblige à souffrir quand même s'il ne le veut pas parce qu'il n'a pas pensé qu'un jour ça pourrait lui arriver et qu'aujourd'hui on n'a plus le temps de se concerter. J'ai été défendre le docteur Bonnemaison qui avait autorisé quelques suicides
on a dit des assassinats. Mais moi, j'ai vu papa invité par des voisins. Excusez-moi de prendre une minute, mais c'est essentiel. Et il m'a demandé de le suivre, et maman ne voulait pas. Parce que dans la maison d'à côté, il y avait Pépé qui toussait. C'était l'époque où Pépé, papa et moi, qui avait 10 ans, nous vivions dans la même maison. Et Pépé avait un cancer des poumons. Et là, tout devenait tellement effroyable qu'elle effrayait le lait bambin. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Et papa y allait. Et puis, on ne sait pas pourquoi, le médecin est arrivé aussi, suivi du curé. Le médecin montait dans la chambre, quoi de plus naturel. Maman y allait au bout d'un moment. Ah, Pépé s'en était allé. Monsieur le curé montait à son tour, donnait les derniers sacrements. Pépé était parti. Mais qui avait-il autour du docteur Bonnemaison, à l'hôpital de Bayonne, pour conseiller des personnes au bout de la souffrance et du désespoir? Parce qu'on peut avoir de grands moments de bonheur, mais aussi de grands moments de désespoir. Et il peut y avoir des morts très belles. J'en ai vu. Excusez-moi de le dire, mais j'en ai vu. Et il peut y avoir aussi des morts tragiques et terribles, sous nos yeux, sans que nous ne disions rien. Et c'est généralement celle de ceux qui ont le plus compté pour nous. Donc, si l'on prend le temps de s'expliquer là-dessus, je suis 1000 fois d'accord. Mais si c'est une fois de plus encore pour jeter la moitié de la France contre l'autre moitié dans la rue, je ne suis plus d'accord du tout. Nous avons assez joué à cela. Je demande qu'on pose les vrais problèmes parce que nous sommes un peuple adulte qui peut comprendre et qu'on explique. Mais qu'on explique et qu'on passe du temps avec la télévision, avec les ministres, avec les députés, avec des débats télévisés que les députés reprendront partout à travers le pays et qu'on fasse servir aussi de préférer quelque chose d'autre qu'à réglementer aujourd'hui. Voilà. Très bien. Donc c'est possible, mais pas posé comme c'est posé. Merci, monsieur. Attendez, on a chacun une question à poser. Il nous reste juste 5 minutes pour débattre. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, bonsoir, oui, monsieur le député. Oui. Bonsoir, monsieur le député. Arnaud Bels, plombier parmi les commerciaux, comme vous, berger parmi les loups. Ancien candidat aux élections législatives, représentant régional pour le mouvement de Jacques Cheminade, Solidarité Progrès. J'organise avec d'autres mouvements locaux des tables de convergence pour faire la résistance, comme vous le dites, contre ce monde de la finance. J'ai à ce propos ici un projet de loi sur la séparation des banques d'affaires et des banques de dépôt, parce que vous savez qu'on renfloue à hauteur de 60 milliards par mois depuis la Banque Centrale Européenne les banques d'affaires, parce qu'il y a une hémorragie depuis 2008, on n'a pas réglé la crise. Il y a une crise encore plus grave qui se pointe devant nous. La solution serait de mettre fin au chantage que peuvent exercer les banques d'affaires en détenant la partie crédit-dépôt. Donc ma première question, c'est de savoir si en tant que député, vous accepteriez de déposer ce projet de loi à l'Assemblée nationale. Ma deuxième question, c'est de savoir si vous avez dans le Nord des représentants locaux pour faire des tables de convergence avec d'autres mouvements comme le mien et d'autres. Bien, ça va me permettre de rattraper un petit peu de temps. La procréation médicalement assistée, puisque la PMA est venue, donc je ne veux pas fuir. Écoutez, ça existe pour ceux qui ont de l'argent. Ils peuvent le faire. Et on ne se pose même pas la question de leur sexe, je peux vous le garantir. Le problème est de savoir dans quelles conditions on légifère là-dessus et comment on peut faire pour que l'humanité tout entière y gagne en civilisation. Si c'est pour aller permettre à celui qui a les moyens de choisir les yeux, la couleur des yeux en Californie, ça me fait très 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 peur, parce que je sais ce que les exemples que nous avons connus dans le passé ont fait. Donc, comme je le disais, mais je le dis plus calmement, ces débats doivent être ouverts. Et je rêve même de créer un groupe pour pouvoir en discuter librement, sans la contrainte de la décision immédiate à prendre. Si j'avais pu faire un groupe avec les députés, il y en avait, dits indépendantistes,
je suis très républicain. Moi, je ne veux pas qu'on fractionne la France. Je veux qu'on donne la chance à toutes les Frances. Voilà. Et qu'on reconstruise un État. Donc, si je savais moi-même la règle du jeu, monsieur, eh bien, je suis totalement favorable. Ça se fait. Et ça fait partie des avancements qu'il faudra faire. Mais dans, comment je dirais, je l'ai dit tout à l'heure, dans le brouillard dans lequel nous avons, lorsqu'on ne sait pas si c'est pour de l'argent ou si c'est pour un mieux pour celui qui a le chagrin de ne pas avoir d'enfant, c'est difficile. C'est pour ça qu'il faut réfléchir à cela. Mais pas réfléchir 1000 ans. Il faut ouvrir la réflexion, pas comme ça, bêtement en disant je décrète qu'on va ouvrir la réflexion. Non, 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 non. Il faut l'ouvrir pour de bon. Alors ensuite, s'il y a sur le projet de loi, je le dépose, bien entendu. Alors je vais mettre mon... je vais bien sûr apporter ma contribution. Je ne vais pas le faire bêtement. Je vais d'abord réfléchir avec vous. Je vais voir qui vous êtes, avec qui vous l'avez préparé, quelles sont les conséquences. Je vais peut-être même faire une étude d'impact, ce qu'on ne fait plus du tout aujourd'hui, pour voir quelles sont les conséquences à 1 an, 2 ans, à 10 ans. Voilà, je vais regarder tout ça attentivement. Ensuite, malheureusement, je n'ai pas de référent, ou peu, ici dans le Nord. D'ailleurs, je n'en ai nulle part, à vrai dire. Et vous allez m'aider à en trouver. J'ai énormément besoin de vous. Tous, même si c'est pour me combattre. Aidez-moi à démarrer. Aidez-moi là où je n'ai que des chausses-trapes partout. Aidez-moi parmi les lots, oui, parmi les lots, parmi les lots, parmi les lots. Merci beaucoup, Aidez monsieur le marché. Merci beaucoup. Et c'était donc la dernière question du public. Cette conférence touche maintenant à sa vraie fin. Je souhaitais donc une nouvelle fois vous remercier, monsieur le député, d'être venu ici à Roubaix, à l'EDEC. Je souhaitais également remercier donc nos partenaires sans qui cette conférence n'aurait pas pu être réalisée. L'EDEC, évidemment, Exco Douai, la Croix du Nord, le Crédit du Nord, le Furet du Nord, Grand Lille TV également, PwC aussi. Et je l'ai fait également tout à l'heure, les appariteurs et la régie qui nous aident constamment. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de rester assis, j'en vois déjà qui se lève un petit peu, pour attendre que notre invité, pour des raisons de sécurité, que notre invité quitte la salle. Vous pourrez ensuite partir librement. Voilà. Merci pour votre force. Merci pour les ondes positives que j'ai ressenties. Merci pour ce que vous représentez et l'espoir que vous incarnez.